Mesdames, Messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission 4e de couverture. Aujourd'hui, nous nous sommes déplacés à Thiès pour rencontrer le doyen Mame Goumba Sarr Kane, l'auteur de l'ouvrage Mayanga. Après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité dans ce pays, toute cette expérience acquise l'a propulsé et l'a poussé à écrire un ouvrage pour partager ses compétences, mais également son savoir. Monsieur Kane, doyen, merci de nous recevoir chez vous aujourd'hui. Je vous remercie de vous être déplacé jusqu'à Thiès pour me trouver dans mon antre. Je suis devenu un vieux fauve, j'ai un antre, c'est chez moi. Et je remercie toute la direction de l'édition Harmattan pour la célérité avec laquelle ils ont traité mon livre et l'ont propulsé au devant de la scène. Je suis à votre disposition. Écrire un ouvrage sur un sujet qui peut avoir des relents politiques, est-ce une expression de votre sentiment après avoir eu à occuper des postes de responsabilité? C'est difficile de répondre à cette question parce que le livre que j'ai écrit, comme je l'ai dit, c'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur qui traite donc de problèmes politiques. C'est un livre politique. J'ai eu à dénoncer beaucoup de choses, surtout à parler de nos déceptions devant nos pays, les pays africains, qui sont devenus la risée internationale. Il faut le reconnaître. Bien sûr, comme vous dites, cher Anne, mon frère qui présentait mon livre lors de la séance de dédicace avait précisé que vu mes fonctions, il m'était difficile de publier ce livre et que j'allais me tirer les foudres de mes supérieurs hiérarchiques, mais que, grâce à Dieu, ce livre est venu en son temps, pas que j'aurais résisté pour faire prévaloir mes idées. Advienne que pourra. Exact. Donc, comme vous dites, qui se sent mauvais se mouche, ce livre-là n'est pas innocent. J'ai eu à le dire dans d'autres interviews. Je n'ai pas eu peur de ce que j'écris. Votre personnage, Mayanga, qui est parti dans ce que j'appelle du désert à l'oasis pour le diriger, a complètement changé. Sa personnalité également s'est perdue en cours de route, en dépit de son passé, mais également en dépit de l'éducation qu'il a eu à recevoir. Est-ce aujourd'hui une façon de dire à ceux qui nous dirigent de part et d'autre qu'en réalité, quelles que soient les circonstances et l'évolution du temps et de son profil, il ne faudrait jamais perdre sa personnalité, ce qui fait son identité? Vous savez, moi je crois qu'il y a deux personnalités en l'homme. L'homme qui n'a pas encore atteint certaines cimes du pouvoir et l'homme de pouvoir. Le même homme, donc, peut devenir un autre et avoir deux personnalités. Le pouvoir, comme je le dis, c'est un vin qui monte à la tête de beaucoup de gens. Le pouvoir métamorphose les gens. Comme vous dites, Mayanga, c'est un garçon qui est parti de rien, orphelin, il traînait dans les rues, il se battait, et un beau jour, la chance lui a souri. Donc, à travers beaucoup de séquences, il est parvenu à la magistrature suprême. Et comme vous dites, le pouvoir use, le pouvoir métamorphose les gens.
il y a beaucoup de vecteurs qui concourent à cette perte de la personnalité, à ce changement. Donc il y a d'abord l'entourage. Exact. Il y a toujours des courtisans autour du roi, quels que soient les pays, quelles que soient les époques, qui vous encensent et qui dressent autour de vous les murailles de la... Il y a une question qui m'est venue en tête tout à l'heure. Je ne peux m'empêcher de vous la demander. Quand est-ce vous avez eu à écrire ce livre? Quand est-ce que le livre était véritablement manuscrit avant que vous ne les publiez? Mais le livre, je l'ai terminé en 1994. 1994. En juin 1994. À cette époque, aujourd'hui, nous sommes en train de voir des choses qui en réalité, c'est comme si vous prophétisiez ce qui allait se passer dans l'avenir. Parce que sous nos cieux, dans notre tropique, surtout en Afrique, de façon beaucoup plus large, nous voyons les mêmes tares que vous avez dénoncées dans ce livre il y a maintenant près de 30 ans. Mais il faut voir la période qui va de 1960, période des indépendances, à 1994. Combien de présidents africains sont devenus des tyrans, des monstres froids et sanguinaires? 1958 jusqu'à 60, nous avons eu la Guinée, qui est devenue un vaste camp de concentration. Nous avons vu ce qui est advenu de la République centrafricaine, qui est devenu un empire avec Bokassa. Nous avons vu Idi Amin Dada. Donc tous ces gens-là ont donné une image de ce qu'est devenu l'Afrique. À un moindre, il y a des gens, il y a des présidents qui ne sont pas allés jusqu'à tuer, etc., mais qui ont toujours été des gens terribles, hein, terribles. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai dénoncé ça. Bien sûr, maintenant, il y a une autre forme plus sournoise de cette tyrannie, des atteintes aux droits de l'homme. D'ici là, exact. On ne fait plus d'exécution publique. On ne harangue plus les foules contre les étrangers. Mais le problème demeure avec le clanisme, le tribalisme, les intérêts sordides et malheureusement la main des grandes puissances. Vous savez, les grandes puissances ont bâti. Le néocolonialisme. Le néocolonialisme, oui, c'est ce que vous appelez le néocolonialisme. Mais vous savez, le colonialisme peut recevoir, peut s'habiller d'habits, d'oripeaux, mais c'est toujours le colonialisme. C'est toujours mais on a agité les problèmes de la monnaie africaine. Exact. Le franc CFA. Mais vous avez vu comment c'est dur d'extirper ces choses-là. Parce que le colonialisme va au-delà de l'aspect corporel, mais c'est un aspect qui s'est ancré dans notre quotidien. Même les marabouts, quand ils finissent de prier, yal nañu yàlla may CFA. Beaucoup de marabouts le disent. May alal, nañu may jàmm, may ñu CFA. Donc vous voyez, quoi qu'on dise, il y a des mouvements qui sont là, qui dénoncent ces choses-là, mais malheureusement, c'est difficile à extirper parce que nous sommes unis à l'Europe, comme disait Senghor, bien que je ne partage pas cette idée-là, nous sommes unis à l'Europe par le cordon ombilical. Mais le cordon ombilical, ça se coupe. Mais malheureusement, c'est le cordon ombilical qui ne se coupe jamais. On a dénoncé la conférence que Macron a à Paris. Exact. Hein, pour parler de problèmes africains très ardus. Hein? Mais il fallait aller jusqu'aux rives de la Seine pour régler les problèmes du Zambèze. C'est pas possible.
est-ce que vous, quand nous sommes au XXIe siècle, en 2021, si vous voyez que les mêmes problèmes qu'il y avait au début, en tout cas, du XXe siècle, dans les années 70, dans les années 80, aujourd'hui encore en 2021, nous voyons que les mêmes problèmes persistent, les mêmes tares, les mêmes méthodes avec quelques petits changements, compte tenu d'étrangler nos économies, d'étrangler nos politiques publiques, dont les conséquences immédiates connues sont le chômage, mais également des problèmes de développement. Aujourd'hui, quelle lecture faites-vous de cette situation, de ce statu quo, cette absence d'évolution des choses? Vous savez, il y a deux formes d'évolution. Il y a une évolution positive et une évolution négative. L'évolution négative, je la mettrai à l'échelle des valeurs négatives. Donc, l'évolution peut être négative. Chez nous, il se pose un problème de sous-développement. Je ne vais pas m'appesantir sur les théories. C'est le sous-développement. Exact. Il y en a qui parlent de retard par rapport aux pays développés. La théorie des retards. Il y en a qui sont allés plus loin avec la méchanceté de lui donner une définition ethnographique. Ils disent que les pays sous-développés sont des pays occupés, je cite, par des sauvages au comportement irrationnel, dominés par une nature peu clémente. Le président Senghor dit que le développement, c'est un problème culturel. Ils se disent, les nègres, les pays pauvres n'ont pas besoin d'atteindre un tel seuil de développement. Ils peuvent se contenter de ce qu'ils ont. Là, vous citez Hegel. Ah donc, vous voyez, je vous ai poussé à le dire. C'était une forme d'enseignement, la maïeutique. Je me suis fait accoucher. Alors, vous voyez, voilà les vrais problèmes. Mais vous savez, reporter tous les problèmes à des problèmes économiques, c'est trop simpliste. Comme j'ai eu toujours à le dire, l'homme est un animal libre. Sans liberté, l'homme ne peut s'épanouir. J'ai dit dans Mayanga qu'en 1960, l'armée du général de Gaulle avait jeté les grains de la liberté. Exact. Mais j'ai dit, mourir n'est pas libérer. Donc il faut aller au-delà de ces problèmes économiques pour poser le problème de la liberté de l'homme. L'homme ne peut s'épanouir que quand il est libre. L'homme a besoin de rêves. S'il n'y avait pas de rêve, on ne serait pas allé sur la Lune. C'est ce qui nourrit l'homme. L'homme qui n'est pas libre n'a pas d'avenir. Un pays sans avenir ne peut se développer. Donc, pour moi, il faudrait d'abord que les gens se sentent libres pour pouvoir avoir de l'ambition avec un grand A. Excellent. Je rappelle juste, chers internautes téléspectateurs, que notre invité du jour est Mame Goumba Sarr Kane, l'auteur de l'ouvrage Mayanga. Je rappelle juste que notre invité est administrateur civil, principal de classe exceptionnelle, d'abord instituteur. Il entra à l'École nationale d'administration et de la magistrature
en 1976, breveté en 1979. Il occupa de hautes fonctions dans l'administration territoriale et locale, puis l'administration centrale. Depuis son départ à la retraite en 2001, il habite à Thiès, sa ville natale, d'où il nous accueille à ce jour même. Mam Goumba Sarr Kane est aussi commandeur de l'Ordre national du mérite. Votre expérience, M. Kane, aujourd'hui combinée ou bien comparer, c'est le mot, je pense, à ce qui se passe avec le comportement de la jeunesse. Est-ce que, même si on peut aujourd'hui juger du comportement de certains hommes politiques, est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse, en partie, n'est pas une jeunesse irresponsable face à ce qui se passe? Vous savez, il y a un auteur qui disait que chaque génération se croit vouée à refaire le monde. C'est Camus. Ouais. Il ajoutait, la mienne sait qu'elle ne refera pas. Mais sa tâche est essentielle. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. Il y aura toujours une jeunesse. Il y aura toujours une jeunesse insouciante. Mais le problème qui se pose maintenant, c'est que c'est un problème d'éducation. Il faut qu'on en revienne à ça. Parce que l'éducation, les éducateurs ont raté leur mission. C'est ce que votre ami M. Anne dit dans son ouvrage Antivaleurs, que nous avons des problèmes de valeur, donc d'éducation. Oui, vous savez, la différence qu'il y a entre... Vous prenez un jeune Sénégalais et un jeune Européen. Ils sont dans la même classe, ils font les mêmes études, ils ont les mêmes diplômes, donc c'est la même valeur. Exact. Mais le petit Européen peut dire à son père, tu mens. Le petit Sénégalais ne dira jamais à son père, tu mens. Exact. Donc, c'est un problème d'éducation. Mais cette éducation-là, on ne l'acquiert pas à l'école. D'où la nécessité d'avoir des parents forts, entre guillemets, pour que l'enracinement se fasse à la maison, avant l'ouverture. Comme disait on parle de problèmes de sous-emploi, de chômage, etc. Il faut pas trop se focaliser sur ces problèmes-là. Parce que pour moi, c'est la société qui a changé. Parce qu'à la maison, dans nos foyers, il y avait des gens qui chômaient. Ils s'habillaient bien, ils mangeaient bien, ils étaient à l'aise chez eux. Le moment venu, leur père leur prenait une épouse et il ne leur manquait de rien. Mais actuellement, le chômeur est devenu un paria dans sa famille. Il y a des décisions, on les prend sans lui, même s'il est l'aîné de la famille, parce qu'il n'a pas d'argent. Et c'est malheureux. Quand on dit que quelqu'un est bon, il est bien, sous-entendu, il donne de l'argent. Or, on a d'autres valeurs. Donc, beaucoup de jeunes se sentent blasés. Il y en a qui prennent les pirogues. Comme je le disais dans une interview, ceux qui prennent les pirogues, c'est parce que ce sont leurs mères qui les désavouent. Et quand la mère désavoue quelqu'un, il préfère la mort à la vie. Quand le père te traite de paresseux, etc., la mère peut te dire, non, c'est ton père, il a d'autres enfants, il fait gagner la tête. Mais quand c'est la mère qui te dit que ce dund qui dee moo ko gën, tu préfères
mourir plutôt que de vivre. Donc il faut qu'on change notre façon de nous comporter avec les jeunes. Moi j'ai enseigné pendant 13 ans. C'est à 21 ans que j'ai eu ma première classe à l'école de Pire. J'ai eu l'honneur d'avoir Seigneur Abdouba, l'agrégé en philosophie, en cardiologie. C'était mon élève. Et qui a eu à présenter mon livre lors de la séance de dédicace. J'avais 21 ans. J'étais dans la brousse. Et c'est au fil de mes affectations en brousse que j'ai appris à faire la cuisine. Nous avions 30 000 francs de salaire. À l'époque. À l'époque. 30 000 francs de salaire. Bien, à l'époque, c'était quelque chose. Mais maintenant, les enseignants demandent plus. C'est leur droit. Mais il faut qu'ils travaillent plus. On ne peut pas avoir des revendications syndicales et prendre les élèves comme otages. Je ne donne pas les compositions, je bloque les élèves. Alors que beaucoup d'entre eux, je n'ai pas peur de le dire, quand ils font la grève, les enfants restent chez eux, ils s'en vont chez les gens aisés, faire des cours particuliers à leurs enfants. Exact. Et ils sont devenus des bûcherons, entre guillemets. Donc vous voyez, c'est des problèmes terribles. Et il faut reconnaître aussi que l'État n'a pas aidé à l'éducation. 1960. Le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, un agrégé de grammaire, un enseignant. Le premier ministre, président du Conseil, Mamadou Dia, un enseignant. Joseph Baye, un enseignant. Alioune Tall, un enseignant. Donc, c'était des enseignants qui étaient à la tête de ce pays-là pour le forger depuis 1960. De 1960 à 2021, nous trouvons toujours des abris provisoires. Ah, mais il y a un problème. Ah, mais les abris provisoires ne devaient plus exister au Sénégal. On devait les photographier, les mettre comme des pièces de musée, les voir dans les musées. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, il y a des abris provisoires. Est-ce que ce que vous dites, monsieur Kane, ne renvoie pas à ce qui se passe dans votre livre, certes, qui a des allures fictives, mais qui a une certaine qui est un peu vraisemblable à ce qui se passe en réalité sous nos cieux, parce que lorsque l'on voit par exemple, vous l'avez dit tantôt, le président de la République peut être entouré par un certain nombre de personnes qui chantent, qui ne fait que chanter ses louanges, qui en plus de le manipuler même, le prennent souvent en otage parce que ne lui disant pas la vérité, mais préférence sucrée à côté du président que de régler les problèmes quotidiens, en tout cas de leur peuple. Est-ce que ça ne pose souvent pas problème? Mais c'est le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. Parce qu'un président de la République doit être au service de son peuple. Être à l'écoute de son peuple. Sentir battre le pouls de son peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que d'abord, comme j'ai eu à l'écrire, la politique est le terrain préféré des médiocres. Je dis le terrain de prédilection des médiocres. Parce que les médiocres n'aiment pas les courses de longue distance. Les médiocres aiment les courses de petite distance.
Tu applaudis, tu harangues, tu encenses, et tu as des responsabilités. L'activisme paye. Donc ce sont des gens qui sont parvenus dans l'entourage immédiat du président parce qu'ils ont appris à courber l'échine. Tant et si bien que ceux qui se dressent sans courber l'échine deviennent les ennemis, entre guillemets, de la République. On ne parle plus des ennemis de la République. On vous endosse ce manteau-là, et c'est un manteau qui vous poursuivra toute votre vie avec toutes les conséquences que cela comporte. Bon. Les présidents ne doivent pas durer au pouvoir. C'est ça qu'on doit combattre d'abord. Être au pouvoir pendant toute sa vie, avoir des ambitions pour se faire remplacer par son enfant, par son fils, une dévolution monarchique du pouvoir. Mais c'est des choses qu'on voit toujours. Exact. Donc le pouvoir est un patrimoine familial. C'est pour nous, c'est pas pour les autres. Hein? Et malheureusement, c'est devenu la règle en Afrique. On est en train d'agiter des problèmes de troisième mandat. Moi, je ne suis pas un homme politique. Je n'ai jamais fait de politique dans ma vie. Je parle sous le contrôle de Cheikh Anta. Je n'ai jamais fait de... Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Parce que je ne crois pas en ça. Là, je disais à ma douce épouse que mes dernières élections, c'est en 2019. Je ne voterai plus. Mayanga, pour revenir à ce mot. Finalement, comme ce que vous avez dit, c'est à ses risques et périls, parce que finalement, il est combattu à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Il finira, comme ce qui se passe dans d'autres pays, par faire face à son peuple. Oui, vous avez raison. Mayanga a eu un destin fulgurant, mais une vie tragique, une fin tragique. Exact. L'homme est un animal qui résiste. Je fais souvent allusion au président Senghor, qui disait, dans de très grands discours, et pourtant personne n'en parle, on a enterré ce discours-là. Il a dit, on ne gouverne pas un peuple dans l'enceinte des prisons. Gouverner, c'est convaincre et non contraindre. C'est le président Senghor qui le disait. Exact. Mais les gens résistent. On résiste à la tyrannie. L'homme résiste à la tyrannie. Chez nous, on a l'habitude de dire porter des fardeaux et mettre au monde un petit qui porte des fardeaux, c'est le destin d'un âne, mais pas celui d'un homme. Merci beaucoup, Monsieur Goumba Sarr Kane. Mon technicien me rappelle que notre temps imparti est complètement terminé. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et merci encore une fois de plus de nous accueillir chez vous. Peut-être la jeune génération, en tout cas, se servira de cet échange fructueux, parce qu'en réalité, en ce moment, notre pays en a besoin. Merci beaucoup. Oui. Vous savez, il y a un proverbe qui dit chez nous que pour une tête qui aspire à la longévité, Dieu le plante toujours des oreilles qui entendent. Notre jeunesse est sourde. Merci. Faites-en une déduction, chère jeunesse africaine. Merci.
d'avoir suivi cette émission et à la prochaine avec un autre invité.